Retour sur ce plateau de l'émission L'Alécou et comme prévu, notre invité du jour est Docteur Marina, première femme docteur en philosophie. Ça, je précise. Hein. On précise. Bienvenue, docteur. Merci. Voilà. Et dites-nous, qui est Docteur Marina? C'est moi. Vous pouvez le savoir profondément. D'accord. Merci. Comme vous le dites, je suis Solme Marina Ndormatinga. Donc, je suis la petite fille de ma maman, Zenaba Zembono, et de mon papa, Mathias Toubaringa. Avec affection. Oui, mon papa chéri, Mathias Toubaringa. Alors, j'étais née là, ici à Morsal, ex-Ballon d'Or, pour ceux qui le connaissent bien. Donc, chez les Emmanuel Ndormadinga, Jacqueline, Bernadette Ndormadinga et autres. Et en 97, mon père était défunt. En 97, après en 2001, ma mère était morte. Mais avant qu'elle ne soit morte, elle m'a confié à sa sœur, une femme que je loue tellement, une femme de caractère, tellement dure. Et c'est elle, grâce à elle, que je suis là. Donc, j'étais allée à Bébédia. Après mes écoles primaires, ici à N'Djamena, à l'école Jardin d'enfants de l'amitié et de progrès, qui est située non loin de l'église catholique d'Amtoukoui. Donc de là, j'ai fait le jardin, CP1, CP2, CE1. Et après, j'ai continué à Bébédia. C'est de là-bas que j'ai fait, premièrement d'abord, à l'école du centre. J'ai fait CE2, CM1. Après, j'ai continué à l'école de Beaumet. J'ai fait 2 fois le concours parce que je m'amusais tellement entre-temps. Donc j'ai raté pour la première fois et ma maman Adama Dingade tellement qu'elle est dure, elle ne me permet pas de passer tant que je n'obtiens pas ce concours. Alors j'ai refait la classe de CM2, c'était là où j'ai eu mon concours. J'étais allée donc au lycée général pour faire la classe de 6e, 5e, 4e et après j'ai été orientée au lycée Padre Pio. C'est là où j'ai fait la seconde d'accueil, la première et la 3e aussi, et aussi la terminale. C'était en 2011 que j'ai eu mon bac. Et après l'obtention de mon bac, j'étais arrivée à l'université de Moundou. J'ai d'abord postulé ici à N'Djamena, mais entre-temps, il n'y avait pas le recrutement. Donc j'étais obligée de postuler à Moundou, où c'était aussi tellement difficile en 2011. Pour être retenue, c'était un combat. Donc j'ai déposé d'abord en géographie, ça n'a pas donné. J'ai déposé en droit, ça n'a pas donné. Parce que je voulais faire la géographie tellement que j'aimais la science, mais je n'avais pas eu la possibilité de faire le bac scientifique. Donc j'ai déposé en géographie pour faire la cartographie. Ça n'a pas donné. Et j'ai déposé en droit pour faire la fiscalité parce que je voulais un peu de sous aussi. Quand je vois, entre-temps, je voyais la fiscalité, pour moi, c'est beaucoup d'argent. Donc, oui, je voulais un peu de sous pour m'occuper de la société. C'était ça l'objectif, ça n'a pas donné. Donc après, j'ai dit, bon, non, moi, je ne peux pas passer une année blanche quand même. Donc j'étais obligée, nouvellement créer le département de philosophie. J'étais obligée de déposer. On ne m'a toujours pas retenu. Mais grâce à un monsieur, un papa, Monsieur Honoré, c'est grâce à lui que finalement j'ai été retenue et j'ai pris les cours 2 mois ou 3 mois après, mais je me suis battue et finalement en 2014 j'ai eu ma licence. De là maintenant j'étais obligée, avec ma bourse, j'étais obligée d'économiser, j'ai donné à crédit. En tout cas c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire, mais je l'ai quand même fait pour poursuivre mes études. Donc j'étais allée au Cameroun en 2014. Et entre-temps, à l'université de Tchang, au Cameroun, il fallait d'abord 3 ans pour avoir le master. Maintenant, c'est 1 année et demie. Mais avant, c'était 3 ans. Donc, après 3 ans, j'ai eu le master. Donc, tellement que mes enseignants m'ont encouragée. Ils m'ont dit non, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. J'ai pris l'inscription en thèse avec toutes les difficultés. J'ai passé 5 ans au lieu de 3 ans. J'ai passé 5 ans et voilà. J'ai soutenu le 28 juin, oui, c'était juin passé, à peu près, qui est Marina. Un bon parcours, un parcours exceptionnel. Merci, on ne peut pas entrer tellement dans les détails comme on est limité par le temps, mais en grosso modo, c'est ça.
Maddy, est-ce que tu peux faire? Ça va? En fait, à vous entendre parler, c'est que la philosophie n'était pas votre première option. Je n'ai jamais pensé faire la philosophie d'abord. Je sais que quand j'étais un peu petite, il y a ma maman, ma tante, Adama Dingade, elle parlait de quelque chose, elle me taquinait. Donc j'ai dit, si elle m'énerve, là, je vais faire la philosophie. Bon, c'était dans la blague. Oui, enfin, je ne sais pas si j'étais en 4e, 3e, je ne me rappelle plus. C'était dans la blague. Mais je n'ai jamais pensé faire la philosophie. Et quand on ne m'a pas retenu en droit et en géographie, mon oncle là me disait, monsieur Honoré, il me disait, Marina, on vient de créer le département de philosophie. Il faut faire la philosophie. J'ai ri fatiguée. J'ai dit, moi, philosophe? Ah non, ça fait rire. Ça fait, oui, franchement. Je ne me suis jamais imaginée en philosophie. J'ai ri fatiguée. J'ai dit, quoi? Moi, faire la philosophie. J'ai passé tout le temps à rire. Donc, j'ai dit, comme ça, je vais faire la philosophie la première année. Et après, je vais demander le transfert pour aller en droit. Mais c'est quoi la philosophie pour vous? La philosophie... Pas la philosophie lorsque vous étiez en 4e, non? Non. C'est répondre à la maman, c'est pour avoir également des réponses. Bon, la philosophie, actuellement, je peux dire que c'est un domaine impeccable. Et que Dieu a bien fait de m'orienter parce qu'aujourd'hui, grâce à la philosophie, je vais toujours aimer la connaissance. Je vais être en quête du savoir. Et je vais toujours avoir cette capacité de porter un œil critique à chaque fois quand une situation se présente en face de moi. Donc la philosophie me donne aujourd'hui les outils, les moyens qui me permettront de mieux me conduire dans ma vie et de mieux contribuer également au développement, à l'innovation de ma société. C'est ça. D'accord. Nasradine? Mais tu sais, il y a quelque chose, hein. Quand on dit première femme tchadienne, docteur en philosophie, oui. Ça résonne très bien. Première femme tchadienne, docteur en philosophie. Et souvent, ça encourage également les autres filles. Hein. Ouais. Ça encourage les autres filles. Vous avez un mot peut-être à dire? À celles-là qui pensent qu'une femme ne peut pas arriver jusqu'à ce stade. Non, une femme peut. En réalité, c'est les femmes qui doivent arriver d'abord à ce stade, parce que le rôle de la femme dans la société, il est vraiment fondamental. La femme doit impliquer corps et âme dans l'éducation, par exemple, dans l'éducation, dans l'accompagnement, dans l'orientation, voilà, dans la sensibilisation et tout. Donc la femme a besoin des bagages intellectuels, voilà, qui lui permet de connaître le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire et tout. Parce que ce sont les moyens qui vont permettre à la femme de mieux canaliser la société. Parce que le mot de la femme compte, comme on dit aussi, que ce que femme veut, Dieu veut. Alors il faut que la femme aime ce qui peut être positif, ce qui peut aider la société. Voilà, donc moi j'encourage les femmes. Vous pensez que notre société a besoin de la philosophie? Oh là 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 là, mais ça c'est fondamental, ça c'est fondamental. Parce que la philosophie c'est le quotidien, c'est la vie. Au-delà de notre engagement universitaire, on est dans la vraie vie. Et le rôle d'un philosophe, c'est surtout, comme je parlais de l'éducation, parce que nous, par exemple, en philosophie, on nous enseignait les valeurs humaines. Alors, un philosophe a cette possibilité de transmettre ces valeurs humaines dans la société. Et ce sont ces valeurs qui donnent sens à la vie d'un être humain. Donc moi je pense que notre société, en tout cas toute société, a besoin de la philosophie. Ce n'est pas pour rien qu'ailleurs on a même une faculté de philosophie. Parce qu'il y a plusieurs branches. Les gens pensent la philosophie comme ça, mais il y a plusieurs branches. Moi par exemple maintenant, je fais de la philosophie technique, plus précisément la bioéthique, qui est une éthique médicale. Voilà, donc personne ne peut imaginer que moi, un jour, je peux me retrouver peut-être dans un service médical en train d'accompagner les gens. Et oui, c'est aussi un projet en cours, si possible. Donc notre société, moi je conseille à ma société de se tourner beaucoup plus aussi vers les philosophes et que c'est à nous de montrer notre importance, notre utilité et d'arracher également notre place. Et ça, c'est à travers nos actions, notre engagement. Oui.
m'a dit certaines personnes pensent que la philosophie, c'est de la folie. Ce sont ceux-là qui sont là seulement à contredire les autres, dire des trucs où tu ne peux pas vraiment comprendre. Quelle est votre lecture? Bon, deux fois, avant de répondre à ça, deux fois, il faut comprendre que c'est aussi les philosophes eux-mêmes qui donnent l'impression comme si la philosophie, c'est hors du monde. Voilà, à travers leur comportement. Il y a des gens qui, naturellement, ne s'habillent pas bien. Et après, ils se cachent derrière la philosophie pour dire que non, c'est la philosophie qui nous enseigne de nous habiller comme ça. Non, jamais, parce que la philosophie apprend aussi la sapologie. On peut expliquer la folie dans ce sens où peut-être nous, quand on entre en réflexion, on sort un peu du monde. Voilà, on sort de ce qu'on est, on réfléchit, on essaye de réfléchir et de revenir après avec des propositions. Parce que comme le fou aussi, on le voit en train de vivre comme si c'est hors la société. Donc je disais à mes étudiants qu'on peut expliquer la folie philosophique dans ce sens où le philosophe aussi, à un moment donné, en face d'une situation, il est obligé de sortir du monde réel. Oui, du monde qu'on est. Et là, ce n'est pas que je vais aller me cacher quelque part, je peux m'isoler pour questionner tout ce qui se passe autour de moi. Mais sortir, c'est-à-dire passer de ce monde que je suis dans un monde qui me permet de réfléchir, un monde de la pensée, un monde de l'esprit qui me permet de réfléchir, analyser la situation et après venir. C'est pareil comme le mythe de la caverne, où on nous demande de sortir, réfléchir, après revenir déchaîner ceux qui sont enchaînés. Oui. C'est exactement. Donc notre folie peut être expliquée dans ce sens, mais pas cette folie où on se retrouve en train de mal s'habiller, en train de marcher pieds nus et dire que c'est de la philosophie. Mais bon, docteur, chaque philosophie a sa façon. Justement, docteur. Oui. Le premier philosophe est tombé dans un puits. Thalès. Qu'est-ce qui s'est passé? Avec la lampe. On vous a dit quoi? Parce que Parce qu'il est sorti de ce monde réel là. Il est sorti de ce monde finalement, réel. il est tombé En fait, dans j'observais la dame parler. Quand elle parle du monde réel, tu vois. Toi, tu n'es pas sorti, coup, tu es avec nous. Non, elle m'a emporté avec elle parce que j'ai senti que le visage avait changé. Elle parle du monde réel, tu la voyais, elle fixait le regard ailleurs. C'est compliqué votre histoire. Ça se passe, bon, on l'a fait, oui. Mais plus de concentration. Je suis quand même surprise de vous voir arriver là, habillée normalement, maquillée comme nous autres. Dieu merci. Mais bon, il faut révolutionner les choses. Tout à fait. Il faut révolutionner et il faut enseigner la vraie chose aux gens. Parce que les gens ont une mauvaise façon d'interpréter quelquefois les choses par manque de connaissances. Ils sont dans une ignorance totale. Maintenant, il faut les amener. Aujourd'hui, moi, quand on me dit, mais d'ailleurs, quand j'ai fait mon premier pas à l'université de Moundou, mais les gens étaient étonnés parce qu'on me voyait entre-temps, on était des filles branchées où quand ces pantalons déchirés, il faut porter, c'est la mode, ouais. Donc les gens disaient que, mais qu'est-ce que toi, quand on dit elle est en philosophie, les gens étaient étonnés. Tout à fait. Parce qu'une belle fille, elle s'habille bien, elle s'habille comme des filles de nos jours. Ordinaire. Voilà, mais qu'est-ce qu'elle... Comme si vous n'étiez pas ordinaire. Moi, je suis une philosophe contemporaine. Et c'est comme ça que je dois faire pour amener les filles à aimer la philosophie. Je peux faire la philosophie et devenir, par exemple, une styliste. Je peux faire la philosophie pour faire la mode. Et c'est ce que d'ailleurs moi j'aimais tellement, mais comme si j'avais votre taille, bon, c'est ce que je faisais parce que je n'atteignais pas entre-temps 1m70 parce que je voulais la taille pour faire ça. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Mais aujourd'hui, je suis philosophe, mais je suis dans l'art. Je suis dans le cinéma, je suis dans la danse contemporaine. C'est pour amener les gens à comprendre la vraie philosophie qu'il nous faut actuellement. Il ne faudrait pas qu'on définisse la philosophie comme on la définissait dans l'Antiquité. Voilà. Merci, docteur, d'être venu sur ce plateau. Merci. On a pris du plaisir. Hein. Oui, on est reparti un peu en je suis arrière. là, je suis là. Et qui est sorti? Je ne sais pas, toi, quelqu'un qui est sorti. On passe à une seconde rubrique.
Droits et devoirs, c'est notre rubrique à présent et nous recevons sur ce plateau Monsieur Youssouf Tom. Avec lui, il sera question du rôle d'un président de tribunal. Monsieur, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bon réveil matinal. Merci. Merci. Alors, Monsieur le Président, dites-nous, c'est quoi, quel est le rôle d'un président de tribunal? Ok. Un président d'un tribunal, c'est d'abord un juge qu'on appelle communément les juges, à la différence avec les parquetiers, les juges du siège. C'est un juge du siège qui est nommé à la tête d'une juridiction et il a un rôle multidimensionnel. Il a d'abord un rôle administratif parce que, étant président de la juridiction, vous devez gérer la juridiction, vous devez l'administrer. Vous avez un personnel à gérer, vous devez être donc un manager pour diriger cette équipe qui vous entoure, puisque vous avez avec vous d'autres collègues magistrats qui sont là, qu'on appelle les juges au siège. Vous avez avec vous le personnel greffier et vous avez aussi un autre personnel d'appui. Tout ce monde, vous devez les gérer, les conduire pour la bonne marche de la juridiction. Vous gérez aussi le matériel. Donc, en tant que président du tribunal, vous devez représenter la juridiction devant les autres institutions. Vous devez veiller à l'indépendance et à l'impartialité de la juridiction et à celle des juges individuellement. À part ce rôle donc administratif, le président du tribunal a aussi un rôle judiciaire. Et ces rôles judiciaires, vous avez des compétences qui sont exclusives, qui ne sont reconnues qu'au président de la juridiction. Par exemple, le président du tribunal est compétent pour connaître les affaires les plus urgentes, c'est-à-dire qu'il peut y statuer en matière de référé. Donc ça dépend maintenant de quelle juridiction. Si nous on est devant le tribunal civil, c'est les référés en matière civile. Si on est devant le tribunal commercial, c'est les référés en matière commerciale. Si on est devant le tribunal social, le tribunal de travail, c'est les référés en matière sociale. Et si on est devant le tribunal administratif, c'est aussi les référés en matière administrative. Vous avez une autre compétence qui est celle de rendre des ordonnances au pied de la requête. Et devant les juridictions civiles, vous avez aussi des compétences en matière gracieuse. Les décisions en matière gracieuse, ce sont des décisions qui n'appellent pas de contestation. Par exemple, vous saisissez le président du tribunal pour obtenir, par exemple, une ordonnance de changement de nom ou bien de rajout de nom. Ça vous concerne directement, il n'y a pas une contestation. On appelle ça des décisions en matière gracieuse. Mais à quel moment peut-on saisir le président du tribunal? Le président du tribunal peut être saisi à tout moment. Par exemple, en matière de référé, ou de manière générale, il faut savoir que le président du tribunal ne s'auto-saisit pas. Une juridiction ne s'auto-saisit pas. C'est seuls les parties intéressées qui peuvent saisir le président du tribunal, qui peuvent saisir la juridiction par une requête. Aujourd'hui, avec le nouveau code de procédure civile, c'est beaucoup plus les assignations. On assigne directement par voie d'huissier. Et c'est toujours les parties qui assignent. Ce n'est pas le président du tribunal qui se décide, par exemple, un matin, par exemple, en matière de divorce, il dit, bon, madame, vous avez une requête, vous allez divorcer avec votre époux. Non. Il faut que les parties qui ont intérêt à agir
qui ont un différend à régler vous saisissent. Et dès que vous êtes saisi, vous êtes obligé de statuer. Oui, la loi vous fait obligation de départager les parties. Vous ne devez pas, sous peine, sous le silence, par exemple, de la loi, en arguant sous le silence de la loi ou l'insuffisance de la loi, pour dire que non, dans cette matière, je ne peux pas y statuer. Sinon, ça devient un délit de justice et vous pourrez être l'objet de poursuites. Vous devez y statuer. Dès que vous êtes saisi, vous devez répondre. Maintenant, si vous êtes saisi, vous devez répondre par rapport au chef de demande pour lesquels vous êtes saisi. La loi vous fait obligation de ne pas y statuer ultra petita, c'est-à-dire au-delà de la demande, et infra petita, c'est-à-dire en deçà de la demande. Par exemple, vous avez saisi le tribunal pour demander qu'on vous paye des dommages et intérêts. Par exemple, c'est 10 millions. J'ai dit, bon, moi je suis président de la juridiction, bon, je peux décider, c'est mon parent, c'est mon ami, moi je vais décider qu'on lui alloue 15 millions, 20 millions, je vais l'aider un peu. C'est pas mal ça. Oui. La loi interdit ça. C'est pas mal ça. C'est ultra petit. C'est interdit aussi. C'est ultra petit. Vous devez rester dans la demande partie. Parce que ce n'est pas votre affaire personnelle. Oui. C'est l'affaire des parties. C'est ça. Oui. Vous êtes un arbitre. Vous devez aider les gens à les départager de manière équitable, juste en faisant usage de la loi. Monsieur le Président, quelles sont les prérogatives et les limites du président du tribunal? Les prérogatives d'un président du tribunal sont fixées par la loi. Nous avons, par exemple, des textes qui déterminent, il y a des prérogatives, par exemple, qui sont attachées à la fonction. Bon, là, c'est déterminé, par exemple, par le statut, par le statut de la magistrature. Oui. Nous avons des textes comme le code de procédure, ça dépend de quelle matière. Même ça peut, en matière aujourd'hui civile, commerciale et sociale, on a un seul code qui détermine un peu la compétence des juridictions. En matière, par exemple, commerciale, nous avons une ordonnance, l'ordonnance qui fixe les compétences des juridictions commerciales. Et en matière administrative, en matière sociale, dans tout domaine, il y a des textes et des lois qui déterminent donc les prérogatives du président du tribunal. Tu ne peux pas te lever un matin et décider de faire ce que tu veux. Oui. Tu dois rester dans les prérogatives fixées par la loi. Et donc, tes limites, c'est de tout faire pour respecter les textes des lois dans leur application stricte. Et vous les respectez bien, Monsieur le Président? Oui, du moment où vous ne les respectez pas, il y a ce qu'on appelle les voies de recours. Oui. Oui, qui puissent donc corriger vos errements, vos abus. C'est une partie qui vous a saisi dans un procès et que si elle s'y croit, mais elle s'estime toujours être lésée, la loi lui donne le pouvoir d'user de voies de recours pour que le conflit soit élevé à un second degré et à un troisième degré. C'est les cassations, en fait. Bon, il y a... Et ça dépend aussi, en fait, de matière. Par exemple, en matière commerciale, l'ordonnance qui fixe les compétences des juridictions commerciales nous dit, par exemple, jusqu'à un montant de 6 millions. En deçà, on doit y statuer, par exemple, en premier et dernier ressort. C'est-à-dire que ça, c'est des décisions qui ne peuvent pas être susceptibles de voie de recours. Quand le montant ne dépasse pas les 6 millions, vous statuez en dernier recours. C'est-à-dire que la personne, quand la décision va être rendue, il n'y aura pas possibilité d'user de voie de recours, c'est-à-dire de faire appel. Ouais. Maintenant, au-delà de 6 millions, il y a la possibilité d'user de voie de recours, c'est-à-dire on fait appel. Si on s'estime toujours être lésé. Après l'appel,
on peut faire un pourvoi en cassation, en matière civile, sociale et même pénale. Maintenant, par exemple, en matière commerciale... Très rapidement, Monsieur le Président. Voilà, en matière commerciale, le pourvoi ne se fait qu'au niveau de la CCJA, puisqu'on utilise un droit communautaire, le droit OHADA. Et donc, la Cour suprême, en matière donc, de juridiction commerciale, est logée à Abidjan. C'est la Cour commune de justice et d'arbitrage. CCJA. La CCJA. Donc, si au niveau de la Cour d'appel, vous dites que non, je ne suis pas satisfait, vous faites un pourvoi, vous allez partir là-bas pour que la CCJA décide en dernier ressort. Merci le Président d'être passé sur le plateau de la matinale à l'ALECO. Nous avons reçu aussi notre philosophe qui est Marina Solmem Ndoringa. Monsieur le Président, merci d'être venu. Merci. Bonne journée à vous. Merci à vous, vous de même. À vous aussi. Une pause et on revient.